Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 21 décembre 2016. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Monsieur Gamil Badra, expert en économie. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci bien. Alors, on va commencer par un premier reportage qui concerne l'Égypte et la Banque mondiale et tout de suite après on va commenter. Donc, la Banque mondiale a approuvé le financement d'1 milliard de dollars pour l'Égypte. Selon la ministre de la Coopération internationale Sahar Nasr, la Banque mondiale a approuvé lors de sa réunion un financement d'1 milliard de dollars alloué pour soutenir le programme de développement économique et social global du gouvernement qui coûte 3 milliards de dollars sur 3 ans. Aya Chel et Sarah Al-Maghrabi nous donnent les détails. La ministre de la Coopération internationale, Dr Sahar Nasr, a souligné que l'approbation de la Banque mondiale est un nouveau certificat de confiance au programme égyptien de réforme économique et sociale qui est mis en œuvre par le gouvernement. La ministre a en outre souligné que l'approbation du financement de la Banque mondiale pour l'Égypte est une preuve de la confiance des institutions internationales dans l'économie égyptienne. Cette approbation avait suivi la signature il y a 2 jours avec la Banque africaine de développement d'un financement de 500 millions de dollars et qui coûte 1,5 milliard de dollars sur 3 ans. Selon Dr Nasr, cela confirme que l'économie égyptienne progresse régulièrement vers une réalisation d'un développement global. Le ministre a indiqué que ce financement sera dirigé pour soutenir des projets de développement dans toutes les régions de la République afin de protéger les classes et les provinces les plus nécessiteuses à travers un retour direct sur les projets. Nous sommes ravis de poursuivre l'appui au programme de réforme ambitieux de l'Égypte en s'accentuant sur la création d'emplois, a pour sa part affirmé le directeur régional de la Banque mondiale en Égypte. Bon, alors, Monsieur Gamil Badra, d'abord on voudrait expliquer qu'est-ce qu'on entend par financement. Un don, un prêt, une somme allouée à un projet, quoi exactement? C'est une très belle question, mais permettez-moi brièvement de rappeler les téléspectateurs que l'Égypte envisage aujourd'hui une crise et que cette crise est due à ce que nos exports et nos imports ne sont pas au même niveau. Nous exportons ce qui est autour de 30 milliards de dollars et nous importons ce qui dépasse les 60 milliards de dollars. Tout pays qui exporte moins que ses imports, il y a un bénéfice. C'est-à-dire, pardon, plus que ses imports, il y a un bénéfice. Et ce bénéfice peut mener à la prospérité. Mais si le pays exporte moins que ses imports, c'est ce qu'on appelle un déficit. Et ce déficit, s'il continue, il mène à une crise. Si nous avons, je reprends, si nous exportons pour 30 milliards, à peu près 30 milliards, et nous importons pour 60, il y a 30 milliards de différence. Cette différence est couverte par le pays, par l'État. Et c'est comme un père de famille qui gagne 1000 livres, je suppose, et qui dépense 1500 livres. Cette différence de 500 livres est couverte par ce qu'il a dû emmagasiner et tout le long des années. Mais à un certain point, il y a un feu rouge, il ne peut pas toucher. Nous avions des réserves à la Banque centrale suite à la révolution de janvier 2011, ce qui dépasse les 40 milliards de dollars. Aujourd'hui et récemment, nous avons entendu, ça fait 2-3 mois, du gouverneur de la Banque centrale, que nos réserves sont baissées jusqu'à 20 milliards de dollars. Et pourquoi? Pour couvrir ce déficit. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Comment faire alors pour s'en sortir? On vient d'entendre le reportage. C'est un reportage qui est très intéressant. Et votre question, cet argent, est-ce que c'est un don, c'est un prêt? Et qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est une très belle question parce que si nous prenons de l'argent comme prêt, pour payer un autre prêt, ce serait une grande gaffe. Que cet argent soit un prêt ou un don, il faut qu'elle soit investie dans la bonne direction. Quelle est la bonne direction? Nous parlons de centaines de millions, peut-être des milliards de dollars. Si cette direction couvre ce qu'on appelle l'industrialisation, eh bien ça aide beaucoup à s'en sortir de cette impasse. L'industrialisation aide à trouver des offres d'emploi. Le reportage vient de parler de ces offres d'emploi. Cette industrialisation peut aider à produire un produit pour exporter. Le jour où on exporte,
Le jour où on augmente la valeur de nos exports, cette différence se rétrécit. Le jour où on réduit ce que nous importons, cette différence sera aussi rétrécie. Alors c'est de l'arithmétique. C'est une entrée et une sortie. C'est simple. Si nous importons à moins que 60 milliards, c'est-à-dire en choisissant par exemple ce que nous importons des matières essentielles, pas besoin d'importer les matières auxiliaires, les matières secondaires, et que ceux-là sont produits en Égypte. Ceci réduit le déficit, ceci encourage la production égyptienne et trouve d'offres d'emploi, et que cet argent qui provient, que ce soit un prêt, que ce soit un don, c'est égal. Le prêt, nous devons le rendre. Le don, c'est un don. Mais l'essentiel, c'est de bien orienter cet investissement et ce montant dans l'industrialisation. Nous parlons de 500 millions de dollars, par exemple, pour couvrir 5 à 6 cités industrielles en Haute-Égypte. M. Tarek Kabil, le ministre de l'Industrie, a inauguré, ça fait quelques semaines. Nous parlons de 500 millions de dollars pour couvrir 1,5 milliard de fédans pour les cultiver. Alors, si ces montants sont bien orientés, ça aidera à rétrécir cette différence. Qu'est-ce qui se passe alors? Si cette différence se rétrécit, eh bien le déficit dans la réserve se rétrécira aussi. Et par conséquent, nous allons sentir une stabilité monétaire. Suite, le 3 novembre 2016, nous avons vu comment la devise égyptienne a été dévaluée. Et ce qu'on appelle flotter la devise. Flotter la devise était indispensable, était nécessaire, était inévitable. Et voilà, nous sommes maintenant, les citoyens reconnaissent que l'Égypte a fait quelque chose de très important, de très nécessaire. Les citoyens souffrent quelquefois de la hausse de prix, mais flotter la devise a deux résultats. Le premier résultat, c'est libérer l'État de ses obligations, ce que nous voulons pour rétrécir le déficit. Et le second résultat, c'est la hausse de prix. Mais il faut aussi que nous, citoyens, nous puissions d'abord comprendre pourquoi l'Égypte, le gouvernement ou bien les dirigeants ont dû faire une étape pareille et aussi travailler fort, travailler avec conscience, travailler avec confiance dans l'avenir. Bon, on va s'arrêter pendant quelques secondes pour prendre en ligne Dr Passant Fahmi, député et économiste. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Alors, docteur, rassurez-nous sur la situation économique, où nous en sommes actuellement. Il faut savoir que nous sommes sur le bon chemin. Ça, c'est très important. Ça va prendre du temps, oui. Ça va prendre entre 3 et 5 ans. On a besoin de travailler assez sérieusement. On a besoin de changer beaucoup de lois. On a besoin de faire un effort parce que nous avons des problèmes assez compliqués, que ce soit sur le macroéconomie ou bien sur le microéconomie. Il faut mettre des stratégies, premièrement, pour assurer la suffisance de nos besoins alimentaires. Et ça, c'est ce qu'on travaille dessus au Parlement. Et on travaille maintenant pour mettre avec le ministre d'Irrigation, d'Agriculture et aussi comme on appelle, du supply. De l'approvisionnement, oui. Voilà. Les trois ensembles doivent nous présenter, et on les aide aussi, une stratégie pour assurer que le peuple égyptien aura ses besoins, au moins les besoins nécessaires, c'est-à-dire que ce soit les fèves, l'huile, le blé, le riz, le sucre, les choses essentielles. Il faut présenter une stratégie, le gouvernement doit travailler sur une stratégie bien claire, que ce peuple-là aura cette sécurité et sa stabilité alimentaire entre 3 et 5 ans. Je ne veux pas dire demain matin, mais il faut mettre une stratégie assez claire. Ça, c'est très important à mon avis. Deuxièmement, en ce qui concerne le macroéconomie, ça c'est difficile et compliqué parce que question de le budget, l'inflation, aussi manque de travail pour les jeunes, il y a beaucoup de problèmes assez compliqués. Le niveau de réserve qu'on a, l'escalation du prix du dollar, ça ce sont des problèmes trop compliqués et le peuple ne peut pas supporter pour une période assez longue jusqu'à ce qu'on résout ces problèmes, que ce soit 20-30, comme ça a été présenté par le gouvernement. Le plan est vers l'année 30. Ça, c'est trop loin pour le peuple. C'est une nation. Alors là, il faut rassurer la stabilité sociale, la stabilité alimentaire et aussi, alhamdoulilah, nous avons une stabilité militaire qui peut nous défendre.
Ça, c'est le plan dont la comité économique dans le Parlement travaille pour le moment. Bon, docteur Passan Fahmi, les gens, ils souffrent surtout actuellement de la hausse des prix. Est-ce que le Parlement est conscient de cette affaire et est-ce qu'il envisage des plans pour remédier à cela? Bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit, il faut avoir des plans pour protéger la classe modeste. Mais l'escalation de prix est contrôler aussi le marché, c'est-à-dire les institutions gouvernementales doivent contrôler le marché. Mais question que les prix vont augmenter, oui, ça va augmenter et tout le monde doit savoir ça. Parce que dans une période comme on appelle, en essayant de résoudre les problèmes économiques, normalement, nous aurons une inflation, et c'est ce qu'on voit chaque jour, c'est l'escalation des prix. Le chômage est très sérieux. Le déficit du budget, le niveau de dette interne et externe, c'est assez compliqué. Mais il faut expliquer au peuple d'une façon assez simple que c'est une période que ça va passer. Le prix du dollar aussi, c'est un grand problème. Mais le dollar, on ne l'élève pas, le prix, on n'élève pas et on le diminue contre la livre égyptienne avec comme on appelle, une décision. Ça, c'est une réflexion du GDP. Quand on travaille et notre GDP augmente, normalement, la valeur de la livre égyptienne va augmenter. Alors, c'est un plan compliqué. Ce sont des problèmes qui datent depuis des années et des années, des dizaines d'années. Qu'on a été aussi habitué à subventionner la consommation et ne pas subventionner la production. On essaye de changer tout à fait la façon dont l'économie a été dirigée. Alors, ça, c'est un grand travail. Mais durant cette période, le peuple, comme vous venez de mentionner, la classe modeste ne doit pas supporter vraiment ces changements. La classe moyenne va souffrir, bien sûr, c'est normal. Mais aussi, il y a un grand problème en ce qui concerne la classe moyenne. La majorité de la classe moyenne ne paye pas les taxes. C'est-à-dire, par exemple, les médecins, les ingénieurs, les avocats, ils ne payent pas assez de taxes. Ceux qui payent les taxes vraiment, ce sont les employés. Oui. Que ce soit du secteur privé ou du secteur public. Mais là, le reste de la classe moyenne sont supposés payer des taxes. Et c'est ce que le gouvernement travaille à mettre un système. Comment obliger ces gens-là, quand vous visitez un médecin, ils doivent vous donner un reçu. Ce reçu-là doit avoir des taxes dessus, il doit rembourser le gouvernement, etc. Mais c'est une période difficile, ça va passer. Mais durant cette période, tout le monde, le gouvernement spécialement, doit protéger la classe modeste, comme vous venez de mentionner. Oui, docteur Passan Fahmi, aussi, comme vous dites, si le prix du dollar est par rapport à la livre égyptienne est lié à la production, c'est-à-dire, vous l'avez dit, ça ne va pas baisser avec une décision, ça va baisser avec la production. Mais, donc, ça veut dire que ça prendra du temps, puisque la production, elle ne va pas être créée du jour au lendemain. Aussi, vous avez les hommes d'affaires qui importent beaucoup de produits pour justement produire, ont été durement affectés par cela. Mais bien sûr. Le dollar n'est pas notre devise. Et on sait très bien d'où le dollar entre en Égypte. On n'a pas de tourisme. Vous voyez ce qui se passe en ce qui concerne le terrorisme mondialement, pas seulement chez nous. Le monde est instable et les Égyptiens doivent comprendre ça. Ce n'est pas l'Égypte. Le monde est instable. Et quand le monde est instable, le commerce international est instable. Les devises sont instables aussi. Les États-Unis ont élevé le taux d'intérêt sur le dollar. Ça bouleverse tout le monde. C'est-à-dire, ça élève le coût, que ce soit le coût de production ou d'import, tout. Il faut comprendre le problème. Mais en même temps, ce n'est pas la classe modeste qui doit payer ce prix, parce qu'ils sont papas. Et à mon avis, ça ne prend pas trop de temps pour développer l'économie. C'est-à-dire, moi j'ai dit entre 3 et 5 ans, mais ça peut être vu après 12 mois, par exemple. Si on commence à faire des projets d'agriculture, de la pisciculture, ça c'est 1 an. Oui, ce n'est pas des 3 années. Mais 3 années, c'est pour que l'agriculture et l'industrie qui est basée dessus peut être développée. Docteur Passan Fahmi, économiste et député, nous vous remercions beaucoup pour cette intervention. Merci, madame. Et merci à vous. Et donc, on poursuit. Donc, comme on l'a vu, bon, vous, monsieur Gamil Bodra, qui travaillez quand même dans les affaires, comment vous avez été affecté et comment vous voyez le marché?
Je vais répondre à votre question, mais permettez-moi d'abord de remercier Mme Bassant Fahmy, Dr Bassant Fahmy, pour cette conversation, cette introduction riche en informations. Et j'aimerais toucher peut-être certaines expressions qu'elle a utilisées. D'abord, elle a dit au début, nous sommes sur la bonne voie. Tout à fait d'accord. Elle a parlé d'une période de 3 à 5 années qui peut être rétrécie pour être 12 mois. Tout à fait d'accord. Ça dépend de quoi on parle. Elle a dit 12 mois surtout pour l'agriculture. Pour l'agriculture. C'est-à-dire, et puis elle a dit qu'il faut avoir un peu de patience. Nous avons de la sympathie, comme parlementaire, sûrement, elle a beaucoup de sympathie, comme tout le peuple égyptien, pour le citoyen. Mais il faut que ce citoyen puisse d'abord reconnaître nos efforts et patienter pour les résultats. Quand on sème en agriculture, on ne peut pas avoir le fruit d'un jour au lendemain. On sème, puis il y a des conditions de soleil, de pluie, de terre fertile, etc. Toute chose, il n'y a rien qui est fait du jour au lendemain. Et alors, répondant à votre question, bien sûr, moi, tout autre, ont dû être touchés par ce qui se passe. Touchés par deux choses. D'abord, par le ralentissement du volume des affaires, ce qui est très normal, et par la demande de nos employés de réclamer une partie de leurs droits. Alors, comme entrepreneur, j'invite, et je crois que tout entrepreneur devrait peut-être répondre aux besoins de ses employés pour essayer autant que possible d'être en ligne avec ce qui se passe comme hausse de prix. Mais je reprends aussi à ce que Mme Dr Bassant Fahmy a parlé. Comment peut-on s'en sortir de cette situation? Il faut l'industrialisation, la production locale, l'export. L'export est excessivement important. Parce que comme je dis, je reprends ce que j'ai dit au début, c'est une équation. Il y a une entrée, il y a une sortie. L'entrée, c'est ce que nous ramenons avec nos exports. Si nous augmentons nos exports, cette différence se rétrécit. L'import, si nous réduisons nos imports, je reprends, en important uniquement les matières essentielles pour l'industrie, pas besoin d'importer les produits auxiliaires, les produits secondaires. Nous les produisons ici. Il faut essayer d'éveiller l'esprit Made in Egypt, fabriqué en Égypte, pour qu'on puisse vraiment activer l'industrie locale et réduire cette différence. Hier, il y avait une réunion très importante de l'Union des industries qui a lancé une initiative Egypt Exports, l'export de l'Égypte, pour essayer de mettre des stratégies et de rectifier les démarches pour essayer d'animer les exports. Nos exports aujourd'hui, comme je viens de dire, ne dépassent pas les 30 milliards. Le plan de cette réunion hier de l'Union des industries, qui est dirigée par M. Mohamed Souidi, a pour but que dans 10 années, nos exports atteignent 150 milliards de dollars. C'est un plan, c'est un rêve. C'est plutôt idéaliste, mais pourquoi pas? Alors, si nous arrivons à augmenter graduellement nos exports, ce déficit se rétrécit. Ce déficit, en se rétrécissant, la valeur de livre égyptienne qui a été dévaluée va augmenter. Le dollar qui a dépassé aujourd'hui les 19 livres peut-être va baisser. D'ici un an, je crois qu'il y a des symptômes. L'Égypte, c'est comme était un malade qui devait passer par le soin intensif. Et quand on rentre dans la chambre de soins intensifs, on ne peut pas s'attendre à sortir d'ici 1-2 jours. Il faut des semaines, des mois. Mais il y a de bons symptômes. Comme on a vu des symptômes qui invitaient le monde à ce que l'Égypte puisse rentrer aux soins intensifs, il y a des symptômes qui montrent que l'Égypte va s'en sortir, que nous sommes sur la bonne voie. Je reprends l'expression de Dr Bassant. Nous sommes sur la bonne voie. Quels sont ces symptômes? Premier symptôme, la bourse. La bourse aujourd'hui a marqué un gain record de 6 milliards de livres égyptiennes. L'indice de la bourse a augmenté par 12 000 points. Le EGX 30 a augmenté entre 2 et 3 %. Le GX 70, le EGX 100. Tout cela sont des indices qui montrent que l'Égypte, la bourse, c'est le thermomètre de l'industrie et du commerce. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de demandes des Égyptiens. Il y a eu beaucoup de demandes des investisseurs arabes étrangers. La bourse, c'est le thermomètre de l'industrie et le thermomètre du commerce. Deuxième symptôme très positif. Le monsieur Tarek Amer, gouverneur de la Banque centrale, a annoncé aujourd'hui qu'il y a eu un excès de 7,9 milliards de dollars dans les réserves. Ce sont des symptômes qui confirment que nous sommes sur la bonne voie, que l'avenir proche pourrait ramener
des fruits, mais graduellement. Il faut de la patience. Il faut de la patience, il faut du travail du peuple. Oui, mais concernant réduire les importations, on pourrait effectivement réduire les importations. Mais pour augmenter les exportations, là, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin de produire et aussi vous êtes lié, comme Dr Passante l'a dit tout à l'heure, à la situation commerciale et économique dans le monde qui est également affectée. Absolument, tout à fait d'accord. Comme nous pensons, nous, Égyptiens, on voudrait réduire nos exportations, c'est sûr que la plupart des pays du monde, maintenant, pensent de la même manière. Nous avons un grand avantage aujourd'hui. Un des avantages de flotter la devise. Si vous regardez $1 qui était équivalent à 9 livres égyptiennes, plus ou moins. Aujourd'hui, si le dollar est équivalent à 19 livres, que cela veut dire? Cela veut dire que le produit qui coûtait 1000 livres, ces 1000 livres étaient équivalents à un peu plus que $100, si on les divise par 9. Aujourd'hui, les mêmes 1000 livres du produit égyptien qu'on désire exporter sont équivalents à peu près $55. Ce qui veut dire que nous avons plus de concurrence, plus de possibilités. Ça, c'est un. Que nos prix mondialement convertis en dollars sont plus avantageux que d'autres. Deuxièmement, il faut standardiser, il faut arriver à la qualité où on peut faire cette concurrence. Et comme je vous ai dit, il y a eu une réunion hier de l'Union des industries pour essayer d'animer, pour essayer de mettre des stratégies pour... Mais on n'a pas de choix. Il faut cet argent, que ce soit un prêt, que ce soit un don, pour industrialiser, pour produire, pour exporter. Ça, c'est le cycle. Et c'est par ce cycle qu'on pourrait arriver à la conclusion qu'on désire, c'est réduire le déficit. Ça, c'est excessivement... Parce que ça, c'est le cornerstone, ça, c'est la vraie raison de la crise, ce déficit que nous envisageons. Il y a des pays où les exports dépassent de loin leur import. Je donne les pays du Golfe, par exemple. Ceux qui ont visité les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, par exemple, ont reconnu que la devise est stable depuis 30 ans. $1 est équivalent à tant de devises locales. Pourquoi? Parce que leur export dépasse de loin leur import, les exports pétroliers. D'autres signes encore positifs. On a parlé de la bourse, les symptômes pour montrer que nous sommes sur la bonne voie. Là, je parlais de la bourse, j'ai parlé des réserves qui ont augmenté. Pourquoi ces réserves ont-elles augmenté de 7,9 milliards? À cause des Égyptiens qui ont converti des dollars qu'ils avaient en poche ici en Égypte, en livres égyptiennes, pour les investir à 20% en 18 mois et à 16% en 3 années. Les Égyptiens à l'étranger qui ont converti leurs devises en dollars et les ont pompées, transférées dans les banques égyptiennes. Tout cela accumulé a abouti à plus ou moins 7,9 milliards de dollars. Troisième symptôme, que je veux dire, les réserves pétrolières, les réserves gazeuses. Tout ça, ce sont de bons signes que l'Égypte pourrait, en investissant, comment dirais-je, par des coopérations avec des compagnies pétrolières mondiales, nous pouvons avoir des exports, non seulement des produits qui sont produits industrialisés en Égypte, mais aussi de nos réserves pétrolières, de nos réserves gazeuses. Le Qatar a 40 milliards de dollars de surplus à cause des exports de gaz naturel. Bon, on espère effectivement que nous sommes sur la bonne voie et que tous ces efforts donneront bientôt leurs fruits. On va passer maintenant à Berlin, où le groupe terroriste Daesh a revendiqué hier soir l'attentat au camion bélier de Berlin qui a fait lundi 12 morts et dont l'auteur est toujours en fuite après la libération par les autorités allemandes du seul suspect. Du côté de l'enquête, la plus grande confusion demeure. Après avoir annoncé l'arrestation d'un suspect, un demandeur d'asile pakistanais, les autorités ont fait marche arrière. L'homme a été remis en liberté, faute d'éléments à charge. Un commentaire de Aya El-Shel et Sarah Al-Maghrabi. Il s'agit de l'attentat le plus grave commis sur le sol allemand dont Daesh a endossé la responsabilité. Le carnage lundi soir sur le marché de Noël survient dans une Allemagne jusqu'alors épargnée par les attentats de grande ampleur. Les autorités allemandes n'ont pas pour le moment authentifié la revendication de Daesh, mais selon le parquet antiterroriste, la cible choisie et le mode opératoire peuvent faire penser à une attaque islamiste. Les faits rappellent en effet l'attentat au camion bélier du 14 juillet à Nice en France, le soir de la fête nationale, un attentat qui avait fait 86 morts. Du côté de l'enquête, la plus grande confusion demeure. Après avoir annoncé l'arrestation d'un suspect, un demandeur d'asile pakistanais, les autorités ont fait marche arrière.
L'homme a été remis en liberté mardi soir, faute d'éléments à charge. Du véritable auteur de l'attentat étant toujours fuite. Selon le chef de la police berlinoise, le fugitif avait une arme, sans doute celle qui a servi à tuer le chauffeur polonais, en titre du camion utilisé pour foncer la foule. L'homme a été retrouvé tué par balle dans son véhicule qui lui avait été dérobé. Les craintes à Berlin restent donc grandes après l'attentat et les mesures de sécurité y ont été renforcées. Donc, comme on vient de le voir, un attentat vraiment lâche, si l'on peut dire, puisqu'il s'attaque aux civils un jour de marché de Noël, c'est-à-dire un attentat vraiment bas, si l'on peut dire. C'est dramatique, ça fait de la peine, ça fait mal au cœur. Mais la terreur aujourd'hui, c'est le nouveau défi du monde. Le nouveau défi en ce qui concerne comment peut-on coopérer entre ces pays pour envisager le cancer du monde aujourd'hui. Nous avons vu, par exemple, si nous regardons dans les dernières 2 années, les attentats de Nice, comme on vient d'apprendre le 14 juillet, les attentats de San Bernardino en Californie, à New York, à Paris, en Belgique. En Belgique, voilà. Alors c'est tout le monde qui envisage cette erreur et il n'y a pas d'exception. Alors c'est un cancer qui se propage et on ne peut pas le diagnoser. D'où provient-il? Vous savez, s'il y avait une guerre entre une armée et une autre, ça aurait été plus facile pour un côté pour détruire cette armée. Mais ce n'est pas le cas. C'est une guerre contre un inconnu, c'est une guerre contre des gens que vous avez décrits comme lâches, c'est une guerre comme hit and run, détruire et courir. C'est malheureusement comme j'aimerais faire la ressemblance entre le cancer et la terreur. Il s'agit d'une cellule de cancer pour détruire le corps. Il s'agit d'un terroriste pour assembler une armée tout autour. Le cancer n'a pas encore trouvé une solution, un remède, et ça prendra du temps. De même, la terreur n'a pas trouvé encore et n'a pas l'air d'être résolue bientôt. Mais le monde doit aujourd'hui coopérer ensemble pour envisager ce nouveau défi. Je donne un petit exemple, laissez-moi sortir un tout petit peu de cette ligne, mais c'est une chose qui se rapporte au sujet. Le monsieur Donald Trump, qui a été élu comme président et qui bientôt assumera ses responsabilités, se rapproche de la Russie. Il y a des gens qui sont contre, mais il y a des gens qui sont pour. Parce que les ennemis maintenant ne doivent pas être les pays l'un à l'autre. Ça pourrait être dans l'intérêt de l'humanité que les États-Unis et la Russie, avec tous les pays du monde, avec la Chine, avec le Japon, avec l'Europe, l'Union européenne, pour se rassembler, pour se mettre à table ensemble, une harmonie, une compréhension, une entente entre ces pays pourrait servir l'humanité, pourrait servir le monde pour envisager cette erreur. Il faut maintenant, la nouvelle guerre sera la guerre contre le terrorisme. Le terrorisme qui est le nouveau cancer de la société et qui, comme Dr Bassant a dit encore, que le monde entier y souffre. Et ça influence l'économie, ça influence beaucoup. Et nous avons vécu ici en Égypte. Malheureusement, nous voyons aussi des attentats en Égypte qui font mal au cœur, qui résultent à des rivières de larmes. Et les gens qui vraiment sont touchés, des victimes, des innocents à qui leur vie est arrachée sans avoir commis aucune erreur, aucune faute. Malheureusement, j'en ai beaucoup de sympathie pour ce qui se passe en Allemagne. J'espère qu'on pourrait trouver cet assassin, mais à quoi bon? Il y a eu des pertes de vie, il y a eu des gens qui sont blessés. Ici, on parle de blessés. Il y a des gens qui sont gravement blessés, qui sont dans les soins intensifs et qui sont plus ou moins considérés comme des morts. On a beaucoup de sympathie pour tous ceux qui sont souffert. Cette guerre contre le terrorisme va prendre du temps, mais il faut faire un effort. Il faut que les pays puissent harmoniser. Les Nations Unies devraient organiser des réunions mondiales, des rassemblements. Nous, en Égypte, nous avons passé par une certaine période, et je crois qu'en Égypte, notre force militaire a pu détruire beaucoup de ces assassins, beaucoup de ces centres de terrorisme, de ces intégristes, malheureusement de ces extrémistes. Mais j'espère que le monde envisagera peut-être une meilleure page dans l'avenir proche.
On l'espère. De toutes les manières, on reste sur ce dossier puisque nous avons maintenant un reportage sur la Russie qui a dépêché en Turquie un groupe d'enquêteurs après le spectaculaire assassinat de son ambassadeur par un policier à Ankara. Les autorités turques désignent le réseau du prédicateur Fethullah Gülen comme suspect numéro 1 de l'attaque. Aya Al-Shal et Sarah Al-Marabi. Caméra, un policier âgé de 22 ans a tué de plusieurs balles l'ambassadeur de Russie à Ankara, Andrei Karlov, affirmant vouloir venger la ville d'Alep, en passe d'être entièrement reprise par le régime syrien avec le soutien de Moscou. Mais dans un entretien téléphonique avec son homologue américain John Kerry, le chef de la diplomatie turque a affirmé savoir que le réseau du prédicateur Fethullah Gülen était derrière l'assassinat de l'ambassadeur, selon l'agence de presse pro-gouvernementale Anadolu. Ce meurtre est survenu en plein réchauffement des relations entre la Turquie et la Russie, qui, opposées sur le dossier syrien, ont toutefois parrainé une trêve ayant permis d'entamer l'évacuation de la partie est d'Alep, tenue par les rebelles. Les dirigeants des deux pays ont dénoncé une provocation visant à saboter leurs liens. Nous ne permettons absolument pas que nos relations avec la Russie se dégradent, a assuré mardi le président turc. La Turquie a accepté la participation aux investigations de 18 enquêteurs russes qui ont pris part à l'autopsie du corps d'Andrei Karlov à Ankara. Nous devons savoir qui a guidé la main du tueur, a de son côté passé le président Poutine, qui a ordonné à ses services secrets de renforcer les mesures de sécurité en Russie et à l'étranger. Si proche du terreur, dont ses parents et sa sœur sont en garde à vue mardi, ville de l'ouest de la Turquie, selon l'agence de presse Dogen. Donc, comme on a pu le voir, encore un attentat vraiment horrible, mais on ne peut vraiment pas se prononcer encore puisque la Russie va envoyer son équipe d'enquêteurs et donc il ne faut qu'attendre les résultats de l'enquête. Oui, ça fait aussi de la peine. C'est toujours en continuation avec le sujet qu'on vient de commencer, la guerre contre les terreurs et ces terroristes qu'on ne peut pas contrôler. C'est vraiment, ça fait... C'est une surprise, c'est une nouvelle, c'est un nouveau cancer, comme j'ai dit, comme je l'ai décrit. C'est imprévu. Quelquefois, cet acte terroriste, et on ne peut pas contrôler tout le monde, on ne peut pas contrôler tous les citoyens, tous les exécutifs. C'est impensable, c'est inévitable. Mais malheureusement, comment peut-on envisager cette armée qu'on ne peut pas localiser et qui s'étend et qui se répand dans le monde entier? C'est un nouveau défi. Et je crois que ça prendra du temps. Ça prendra du temps, mais les responsables, les dirigeants mondiaux doivent se rapprocher. Et c'est pour ça que je reprends. Je suis tout à fait d'accord pour cette compréhension, cette entente, ce rapprochement entre les grands pays pour qu'ils puissent se mettre à table. Et essayer, parce que vous savez, c'est facile de faire le brainwash d'un citoyen. Un citoyen qui n'a pas de travail, un citoyen qui cherche le côté financier et qu'on essaie de lui faire un brainwash avec un certain montant en dollars et puis qu'on puisse insérer des idées fausses et utiliser la religion comme façade alors que le contenu est un but politique. Il y a d'autres raisons d'extrémisme. Alors c'est facile de le faire. Mais comment peut-être, c'est par les médias. Maintenant, les médias sont ouverts. Mais la famille, c'est le début. La famille, c'est la première cellule de la société. Si dans la famille, puis ça se propage à l'école, à l'université, dans le domaine de travail, si on peut commencer par ça pour essayer d'éviter que cet enfant ou cet adolescent puisse sortir et s'exposer à ces tentations extrémistes pour essayer de causer, d'arracher la vie à des innocents. Ça, c'est inacceptable. Et vous avez aussi besoin de la vigilance de tous les citoyens. S'ils notent des choses d'inhabituelles pour la location d'appartements, par exemple, et de voitures à des gens qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils devraient arrêter ces pratiques et vraiment être très vigilants à cela et prévenir tout de suite la police. Ça, c'est l'appel que les États-Unis ont lancé à tous les citoyens. Si vous remarquez que tout autour de vous, vous trouvez un dérèglement dans le comportement de n'importe quel citoyen, il faut tout de suite aviser pour qu'on puisse sauter là-dessus et savoir de quoi il s'agit. Mais dans de grandes villes comme en Turquie, comme en Égypte, comme autres, ce n'est pas toujours facile.
Mais il faut avoir beaucoup de patience, il faut avoir beaucoup de vigilance, il faut avoir beaucoup de, quelquefois une tolérance, mais ce sont des choses, ce sont des accidents qu'on ne peut pas prévoir et qu'on ne peut pas éviter. Mais il faut aller à la source. La source, c'est cet esprit qui a été activé, qui a été motivé, qui a été brainstormed hein, par des facteurs extérieurs. Comment on peut arrêter cela? C'est un processus qui prend du temps, parce que c'est la source. Et puis, comme je viens de dire, la religion est libérée de toute accusation, que ce soit... mais l'essentiel aussi, que ces dirigeants spirituels puissent aussi lancer, puissent aussi essayer de réagir contre ces tendances de draguer ces personnes pour faire cet acte criminel. C'est un processus qui prend du temps, malheureusement. Et c'est la nouvelle guerre, c'est le nouveau défi que nous devons, comme citoyens et comme gouvernement aussi, envisager. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire, bon, bien sûr, si on regarde ça de loin, on trouvera que la pauvreté, le besoin, l'ignorance sont à la source, bien entendu, du terrorisme. Mais aussi, on commence maintenant à voir des gens très instruits s'alliant aux groupes terroristes de Daesh, venant de l'Europe de l'Est, etc. Des gens qui sont vraiment instruits. Et puis... ils confondent la logique ou bien l'appel de Daesh à tous les principes des religions qui sont vraiment des principes pacifistes qui n'ont rien à voir avec le fait de semer la terreur, de tuer des femmes, des enfants, des vieillards. Et paradoxalement, ils se conduisent avec tout ce qui est en paradoxe avec les principes des religions. Tout à fait d'accord. Alors, la pauvreté, le besoin financier est une partie, mais ce n'est pas toute la situation. Ce sont des idées fausses qui ont été mal semées dans une terre fertile, ces gens intellectuels, et puis ça a développé malheureusement. C'est pour ça que ces idées doivent être contrôlées, arrêtées. Mais comment faire ça? C'est une chose trop compliquée, trop compliquée. Je crois que envisager une armée, comme je viens de dire, armée contre armée, ça aurait pu être plus facile à l'armée de détruire comment dirais-je, l'autre armée. Ça aurait pu être plus facile. Mais ça, c'est une chose qui se propage, qui n'a pas de source, qu'on ne peut pas tracer, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas trouver. Ce sont des pensées, ce sont des esprits, ce sont des tendances, ce sont comment dirais-je, des conceptions qui sont contre la logique, contre l'ABC de l'humanité. Et comment on peut arrêter, comment on peut protéger nos citoyens, une chose qui devient trop compliquée. J'ai beaucoup de soucis pour l'avenir, pour nos enfants, pour les nouvelles générations. Mais c'est un nouveau défi. J'espère qu'on pourrait un jour arriver à traiter ce cancer. Exactement, comme vous l'avez comparé à un cancer. Et effectivement, c'est un cancer puisque il apparaît soudainement. Vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne pouvez pas le contrôler. Et vous ne savez pas jusqu'à quelle dimension il va s'étendre. C'est-à-dire, ça, c'est un phénomène qui n'est non seulement en Égypte, mais partout dans le monde. Mondialement. Donc, je pense que la vigilance, quand même, des citoyens, des policiers, c'est un élément, puisque de toutes les manières, ils sont dans le monde, ils ne sont pas ailleurs. Justement, la vigilance, le citoyen peut faire au minimum. Je ne pense pas que les citoyens ont beaucoup de rôle à faire. C'est peut-être les dirigeants religieux, mais peut-être en famille. La famille, si le père et la mère essayent de notifier, d'aviser, nous parlons d'une chose qui va durer des dizaines d'années, mais les dirigeants religieux devaient peut-être, ce qu'on appelle le message religieux, devaient peut-être opposer à toutes ces tendances pour éviter non seulement le besoin financier, mais ce sont des pensées par des intellectuels. Avec le social media qui se propage maintenant si facilement, comment on peut arrêter? Il y a maintenant des contrôles par Internet, par les États-Unis, par exemple. On est en train de suivre maintenant tout ce qui est en dehors de la ligne pour essayer de capter, d'avoir autant que possible la source. Et maintenant, si vous remarquez qu'avec le nouveau président, M. Trump, il y a beaucoup de restrictions pour inviter, pour introduire les réfugiés du Moyen-Orient. Il a beaucoup limité. Le peuple américain est tout à fait d'accord pour ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles M. Donald Trump a eu cette victoire, inattendue. Inattendue, exactement.
avec 302 points contre 236 points pour Mme Clinton. C'est une victoire inattendue, mais c'est le peuple américain, on a eu marre. Ils en ont eu marre de cette diplomatie douce, de cette diplomatie qui n'a pas eu de résultat pour attaquer ce terrorisme par ses prédécesseurs, que ce soit le président actuel ou par d'autres dirigeants. Et c'est pour ça que l'appel, la tonalité, la personnalité, l'agression que peut-être nous avons reconnue par M. Trump était un appel, était une chose que les Américains ont voulu. Si M. Trump existait ou bien était là, ça fait 20 ans, il n'aurait pas eu de chance parce que c'est un businessman, c'est un homme d'affaires avec un empire économique, commercial, il n'a pas d'expérience politique, mais c'est sa personnalité, c'est son temps, c'est son désir, c'est son agression. Le peuple américain s'est dit, voilà, c'est ce que nous voulons. Il faut avoir une situation, une attitude ferme, stricte, contre que ce soit les Mexicains qui viennent du sud en traversant la frontière. Il y a 2000 km entre le Mexique et les États-Unis. Ces émigrants qui passent sans passer par les ports spéciaux ou bien par les conditions normales pour entrer aux États-Unis qui causent des dégâts. Ce sont des trafiquants de drogue qui causent des dégâts et puis à d'autres extrémistes qui viennent du Moyen-Orient. On essaie de voir en Allemagne, on reprend cet accident de Berlin, si vraiment cet assassin, il vient d'un des pays du Moyen-Orient comme réfugié. Imaginez-vous, l'Allemagne lui ouvre les bras pour l'inviter, pour mener une bonne vie comme réfugié, et alors qu'il cause des dégâts. Alors je crois que, et puis la victoire de M. Trump aura un effet sur l'Europe. Remarquez aujourd'hui Marie Le Pen, qui a une certaine chance. Madame Merkel, qui se prépare pour son 4e mandat, peut-être elle aura moins de chance avec sa décision. Elle était toujours pour inviter ces centaines de milliers de réfugiés. Et en Hollande, il y a l'extrémiste de droite. L'Europe sera touchée, j'en suis sûr, par la victoire de M. Trump, par la situation de ces extrémistes qui causent des dégâts et en ouvrant les portes. Le Brexit, une des raisons du Brexit, de la sortie du Royaume-Uni, de l'Union européenne, était à cause de ces étrangers, de ceux qui viennent de l'Europe de l'Est, qui s'installent en Angleterre et qui ont tout le droit, parce que l'Union européenne se donne les droits à tous citoyens de ces 24 pays de pratiquer tout ce qu'ils veulent en Angleterre. C'était inacceptable. Alors je crois que c'est une chose qui va beaucoup changer le monde. La guerre contre le terrorisme, la guerre contre ce cancer de la société et le nouveau défi de la société, il y aura un changement dans la géographie politique de la région, commençant par les États-Unis, et je crois que ça se propagera en Europe occidentale. Monsieur Gamil Badra, on est arrivé à la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.